Voyons en quoi la méditation, lorsqu'elle est pratiquée correctement, avec discipline, quotidiennement et dans le temps long, transforme celle ou celui qui la pratique. Et pour comprendre l'un des ressorts de la transformation, faisons un détour par le cinéma. Imaginez que vous soyez dans une salle de cinéma, assise au beau milieu du troisième rang, et que cette projection remplisse tout votre champ de vision. Nécessairement, vous êtes la proie d'une émotion violente. Maintenant, imaginez qu'au même instant, quelqu'un arrive en retard à la séance et franchisse la porte du fond de la salle. Dans son propre champ de vision, une salle de spectateurs assis devant la projection d'un film qui visiblement manipule des émotions violentes. Mais avec ce recul et dans ce contexte, il est peu probable que le retardataire soit lui-même la proie d'une quelconque émotion violente. Il n'y a chez lui aucune identification. Tout le pouvoir libérateur de la méditation tient à cette capacité de recul qu'elle développe chez le pratiquant régulier. Recul qui me permet de voir l'affect qui m'anime, au lieu d'en être aveuglément la proie. Pauvre mamie méfiante, absorbée par sa suspicion. Si seulement elle pouvait réaliser et sentir combien elle est victime d'anticipations anxieuses qui sont pourtant de sa seule responsabilité. Dans ce groupe de jeunes, il en est un qui est animé par un sentiment de peur, sans même se douter que cela se voit comme le nez au milieu de la figure. Souhaitons-lui de croiser la méditation sur son chemin et que sa pratique lui permette un jour de voir ses impulsions de peur pour pouvoir choisir de ne pas y céder. Ne plus être instrumentalisé par le sentiment de peur, quel soulagement! L'exacerbation de l'inquiétude débouche sur la paranoïa, une véritable aliénation. Tout paranoïaque vit dans un monde illusoire d'entités malfaisantes qui n'auraient de cesse de lui nuire. Pourtant, vivre ainsi sous emprise n'a rien d'une fatalité. Mais il faut pour cela s'entraîner à observer le fonctionnement du mental. Au sein de la famille, toutes les incompréhensions, les humiliations, les blessures accumulées au fil des ans alimentent bien souvent un sentiment de colère qui un beau jour peut exploser. Comme il serait précieux de pouvoir observer ce ressentiment à l'œuvre dans le monologue intérieur, pour ne pas risquer de se laisser embarquer par lui dans un passage à l'acte. Le proverbe dit que la colère est mauvaise conseillère. Que va faire cette femme dont la rage semble profonde? Pour prendre une décision sensée ou agir avec justesse, ne serait-il pas nécessaire de sortir du mode pilote automatique émotionnel, réactionnel, qui est aveugle? Le ressentiment, quand il devient récurrent
et s'exacerbe, se transforme en une haine qui contamine tout. Toute pensée, toute parole et tout comportement deviennent venimeux. Pour retrouver un libre arbitre, ne faudrait-il pas pouvoir voir les mécanismes mentaux de ce qui s'apparente à une possession et est un esclavage? Dans la dépression, à force de fusionner avec des pensées noires, on se retrouve comme englué, englouti. Pourtant, sortir de cette sidération est possible. Il faut pour cela observer le jeu mental de la déflation de soi qui, si on le laisse faire, sape toute la vitalité naturelle. Quel malheur que l'inflation de soi! Identifié à son monologue intérieur grandiose, intoxiqué par son discours autocentré de surestimation, l'orgueilleux vaniteux ne voit pas du tout comment cela le mène par le bout du nez. La pratique silencieuse de la présence sera l'occasion de faire l'expérience d'un tout autre mode d'être, à partir duquel le vaniteux sentira peut-être par contraste comment, dans son fonctionnement mental ordinaire, il est en fait, à son insu, téléguidé par l'ego. Richard Moss écrit dans Plénitude, empathie et résilience: vous n'êtes votre soi authentique que lorsque vous vous éveillez et que vous prenez votre juste place d'être conscient qui regarde le spectacle sans se laisser capturer par lui. Regarder le spectacle, c'est ce que la thérapie d'acceptation et d'engagement, en anglo-américain ACT pour Acceptance and Commitment Therapy, appelle le soi observateur. Et sans se laisser capturer par lui, la diffusion cognitive. Stephen C. Hayes, le psychologue clinicien et universitaire américain père de l'ACT, a pratiqué dès sa jeunesse la méditation. Parmi les 6 piliers de la thérapie ACT, les 4 premiers sont clairement en résonance avec la méditation bouddhique. Premier pilier, la pleine présence. Pour voir clair, il faut commencer par se poser et laisser décanter le trouble, l'agitation, pour retrouver un minimum de limpidité de l'esprit. Deuxième pilier, le soi observateur. François Bourgognon et Claude Penet écrivent dans leur Que sais-je sur la thérapie d'acceptation et d'engagement: le soi observateur permet de ne pas se confondre avec son expérience du moment. Il existe en effet un lieu en nous, stable et sûr, d'où nous pouvons observer notre expérience continuellement changeante et qui nous procure le sentiment de continuité de soi.
quand je suis conscient que je pense ou ressens. Et en même temps que je suis conscient que j'en suis conscient, il y a en quelque sorte une observation métacognitive de l'observation qui fonde la conscience de soi. En méditation, on emploie couramment l'expression observateur abstrait. Certains parlent de méta-point de vue. En cultivant la prise de recul sur soi, nous accédons à plus de liberté et de choix. Cela nous aide à ne plus nous identifier à toutes les étiquettes que l'on se colle. Nous comprenons que nous sommes plus que la description que l'on fait de soi. Le soi observateur représente aussi une base de sécurité depuis laquelle nous pouvons observer notre expérience sans être happés par elle. Il existe, par exemple, une différence fondamentale entre être en colère et observer qu'il y a de la colère en soi. Ne pas être dans l'émotion, mais dans la conscience de l'émotion, permet de choisir plus librement. Troisième pilier, la diffusion cognitive. Le terme de fusion cognitive désigne la tendance à confondre nos pensées avec la réalité et donc à nous y conformer. Autrement dit, certaines pensées ou images peuvent acquérir les mêmes fonctions que des expériences directes. Or, nos pensées ne sont pas la même chose que ce dont elles parlent, et nos interprétations sont parfois très éloignées de la réalité objective. A contrario, la diffusion cognitive, processus thérapeutique de l'acte, permet de se distancier de ses pensées et de les voir pour ce qu'elles sont, rien de plus que des images ou des mots. L'enjeu est ici de changer la relation que l'on entretient avec les pensées, pas leur contenu. Ce ne sont plus nos pensées qui commandent, c'est nous qui décidons si nous les suivons ou pas. Soi observateur et diffusion cognitive permettent de sortir de l'aveuglement et de voir le fonctionnement de l'esprit, les mécanismes des pensées, hypothèses, croyances, fantasmes, etc., ainsi que les sentiments. Pour filer la métaphore de la projection au cinéma, soit observateur et diffusion cognitive permettent de voir le faisceau du projecteur. Thérapeutiquement, il est notamment précieux de défusionner d'avec notre tyran intérieur, cette espèce d'avocat général qui ne cesse de nous accuser. Le recul créé par la pratique de la méditation permet de ne plus mordre à l'hameçon. C'est en ce sens que l'on parle d'observation non réactive. Quatrième pilier, l'acceptation du réel. C'est un aspect que partage le bouddhisme avec le Vedanta non dualiste. Être uni avec ce qui est. Rien ne sert de lutter contre le réel. C'est un combat perdu d'avance. Les deux derniers piliers concernent la concrétisation de la transformation thérapeutique. Cinquième pilier,
la reconnaissance de nos valeurs essentielles. Sixième et dernier pilier, l'engagement dans l'action. Nous ne détaillons pas plus ici, nous le ferons dans une future vidéo dédiée. Un enfant qui grandit dans un environnement soutenant développe un attachement sain. Son rapport à autrui est naturellement ouvert et aimant. Mais chez de nombreux adultes, et chez certains dès l'enfance ou l'adolescence, le rapport à autrui se crispe. Dans un premier registre de fermeture, l'inquiétude, on trouve la méfiance ou le sentiment de peur. Ce type de fermeture culmine avec la paranoïa. Dans un deuxième registre de fermeture, le ressentiment, on trouve le sentiment de colère ou la rage. Ce type de fermeture culmine avec la haine. Par une pratique juste de la méditation, nous cultivons un rapport sain à nous-mêmes. Dans la présence, nous sommes humbles et dignes. Dans sa psychologie de la motivation, Paul Dill explique que l'estime saine peut dégénérer dans deux registres duaux l'un de l'autre. Le premier, par déflation, qu'il désigne sous le terme de culpabilité, correspond à la dépression, à la honte de soi. Le second registre de dégénérescence d'une saine estime de soi, par inflation, que Paul Dill désigne sous le terme de vanité, correspond au couple infernal orgueil-vanité. L'orgueil étant de l'ordre du monologue intérieur, donc à destination de soi-même, tandis que la vanité est de l'ordre du discours, à destination des autres. Tout cela, c'est du mental. Et quand il y a du mental, quel qu'il soit, je suis instrumentalisé. Téléguidé à mon insu par des affects et des pensées toxiques qui agissent en moi en passager clandestin, j'en suis captif. Mais peut-être ne vous sentez-vous pas concerné. Non, vous n'êtes pas animé par une haine aussi virulente. Vous ne vous reconnaissez pas non plus dans le profil paranoïaque. Vous n'entonnez pas les discours si caractéristiques. Des vaniteux, vous en avez déjà croisé, mais vous n'en avez pas les comportements si repérables. Et s'il peut vous arriver, comme à tout le monde, d'être déprimé, vous ne plongez jamais dans une dépression aussi noire. Pourtant, s'agissant d'inquiétude, qui peut sérieusement prétendre ne pas en être affecté, à un degré ou à un autre?
De même pour le ressentiment, lequel présente une large palette de teintes. Voyez comme notre vocabulaire relatif aux affects de l'insécurité psychique est riche de nuances. Cela montre bien l'universalité de telles expériences émotionnelles dans nos vies à toutes et tous. S'agissant de la vanité, la constellation est à l'inverse beaucoup plus réduite. Remarquons que pour l'essentiel, ces affects sont des sentiments et non des émotions. Une émotion est au plus près du corps, des sensations, et en tant que manifestation de la vie, elle jaillit, tandis qu'un sentiment est le fruit de notre activité mentale, de nos ressassements et ruminations. Illustrons par un exemple. Dans la situation de cet homme, il est tout à fait sain de ressentir de la peur. Elle induit une accélération du rythme cardiaque qui prépare au combat ou à la fuite. C'est la fonction biologique, vitale de la peur. Mais en perdurant au-delà du présent d'une situation, une émotion initiale génère des pensées, lesquelles sont colorées par l'émotion. Un ressenti de peur génère ainsi des pensées de peur. On est alors passé de l'émotion au sentiment. Et lorsque ces pensées deviennent récurrentes, à la longue, ce sentiment qui perdure détermine une personnalité, c'est-à-dire des automatismes de pensée, de parole, des expressions du visage qui au fil des années donnent des rites d'expression, ainsi que des postures physiques et des comportements stéréotypés. Tous les sentiments de ces 4 constellations sont susceptibles de dégénérer en passions tristes. Pour filer la métaphore du cinéma,
de devenir des scénarios de vie dans lesquels on se raconte des histoires et où l'on se retrouve prisonnier de son récit de moi, moi-même et encore moi. Une erreur que nous commettons tous, considérer comme rationalité ce qui n'est que rationalisation de notre névrose. Interrogé pour savoir si Vladimir Poutine est fou, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik a répondu qu'il a la rationalité de son délire. La guerre en Ukraine est de fait le fruit catastrophique de la rationalisation délirante par le dictateur de sa paranoïa. C'est là que la méditation est précieuse pour reprendre au pied, elle qui propose de se placer dans un espace en amont de tout discours. Tant que notre méditation ne nous donne pas le recul sur le film de nos sensations, émotions et pensées, nous restons sous emprise. Notre personnalité névrotique, infantile, égoïque, fonctionne en mode pilote automatique, à notre insu. Identifiés à nos sentiments et pensées, nous stagnons dans l'aveuglement, premier des 3 poisons de l'esprit selon la psychologie bouddhique. Une personne de type orgueil-vanité est tellement systématiquement auto-centrée qu'elle peut très rarement se connecter à l'autre. Remarquons en passant que rien n'empêche un individu de cumuler les affects toxiques de plusieurs registres. Mais si l'insensibilité à l'autre est majeure chez l'orgueilleux vaniteux, chez le paranoïaque ou chez le haineux, le pervers, elle est de fait présente en mode mineur chez les personnes de tous les autres types de fermeture. Englué dans mes automatismes névrotiques, dans le moi, moi-même et encore moi, fatalement je me coupe de toute reliance, autant à moi-même qu'à l'autre, humain comme non humain, et qu'au grand autre qu'est le mystère du plus vaste. Tout affect toxique agit comme des verres de lunettes colorées qui altèrent la perception du réel. À chaque affect toxique, sa couleur, donc son altération propre. Tandis qu'en se posant dans la présence, la vision se décante. À partir de la quiétude, en sanskrit shamatha, il devient possible de voir les choses telles qu'elles sont, vipassana.